Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Procure en parle. Comme l'information est le premier remède, c'est avec plaisir que nous vous présentons l'avant-dernier webinaire de l'année 2022. Alors aujourd'hui, nous aborderons le rôle de l'hormonothérapie et la gestion de leurs effets secondaires avec la docteure Carole Lambert, radio-oncologue au CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Nous aurons droit à une présentation par notre spécialiste, suivie d'une période de questions. Parlant de questions, merci pour celles que nous avons reçues à l'avance à info@procure.ca. Sinon, vous pouvez les soumettre en utilisant le bouton QA au bas de votre écran. Avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du Fonds du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance, et nos partenaires, Astellas, Bayer, de même que l'Association des urologues du Québec et du Canada. Alors, merci, Dr. Lambert, d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, je vous cède la parole. Vous pouvez partager maintenant votre écran. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, on va commencer par un bref aperçu de généralité en lien avec le cancer de la prostate, mais on comprend là qu'il y a plein de nuances là sur ce que je vais dire sur ces généralités-là, mais que le but principal de la présentation, c'est vraiment de parler de l'hormonothérapie et des effets globaux de l'hormonothérapie, puis de ce que vous pouvez faire pour en atténuer les symptômes. Donc, on va parler un peu de score de Gleason et de stade, ce que ça veut dire. En fait, le score de Gleason, c'est le grade de la tumeur, c'est l'agressivité présumée. C'est fait de quoi, en fait? C'est quand on prend des biopsies ou qu'on opère, qu'on enlève la prostate, quand le patient se fait opérer, le pathologiste qui analyse les cellules, qui les voit au microscope, va grader le cancer en fonction de s'il a l'air méchant ou pas méchant, s'il a l'air très agressif ou pas. Et il va à chaque fois grader 2 sections dans chaque spécimen qu'il va analyser. Et le score va être une addition de 2 scores sur 5. En fait, les scores 1 sur 5, 2 sur 5, c'est pas du cancer. Fait qu'à partir de 3, on parle de cancer. Puis les bas grades vont être des grades 6 combinés. Les grades intermédiaires d'agressivité moyenne vont être des grades 7 et les grades élevés vont être de 8 à 10 sur 10. En termes d'étendue locale de la maladie, on va parler de stade. Donc, le stade de la tumeur initiale, c'est soit que c'est un T1 parce qu'on ne le sent pas quand on fait un toucher rectal, mais c'est vraiment la prise de sang qui nous a montré que l'APS était élevé. Sinon, on a une petite tumeur qui touche un lobe ou un petit peu plus grosse tumeur qui touche plus que la moitié du lobe ou qui peut toucher les 2 lobes. Donc, on parle d'un T2. Un T3, on va sentir que la tumeur dépasse la capsule de la prostate ou sinon, après l'opération, on va voir qu'elle envahissait les vésicules séminales qui sont attachées à la prostate ou sinon, on peut avoir un stade T4 qui est une tumeur qui atteint les organes avoisinants, qui est plus rare. Finalement, on va déterminer si la maladie s'est étendue aux ganglions à l'intérieur du bassin ou ailleurs dans d'autres organes. On fait toujours. En fait, si la tumeur est moyennement ou très agressive, on va faire des examens, soit un scan du bassin ou un examen des os, une scintigraphie osseuse, pour voir si la maladie s'est étendue en dehors de la prostate. Et on peut aussi, où on le fait de plus en plus, une résonance magnétique qui va un peu mieux déterminer la tumeur à l'intérieur de la prostate
comment elle est étendue, puis si elle semble dépasser la capsule, atteindre les vésicules séminales, puis en radiothérapie, ça peut nous aider à parfois mettre une dose un peu plus forte à certains endroits de la prostate. De façon très, très, très grossière, parce que chaque cas est unique, puis c'est vraiment à discuter avec notre médecin. Mais les options, si on a un cancer de risque intermédiaire, on peut avoir une prostatectomie radicale, on peut avoir une radiothérapie externe, donc des faisceaux de radiation qui viennent de l'extérieur et qui focusent sur la prostate, avec ou sans hormonothérapies de courte durée. En général, on parle de 4 à 6 mois quand c'est une courte durée, ou une radiothérapie externe avec une surdose de curithérapie. C'est un genre de radiothérapie très focalisée qui est on insère des cathéters pour donner de la radiation à l'intérieur de la prostate. C'est comme une mini-chirurgie d'un jour, avec en général une hormonothérapie aussi de 6 mois. La visée, évidemment, on souhaite guérir le cancer dans ces stades-là. Si c'est une maladie de plus haut risque, encore une fois, on peut avoir une chirurgie, mais à ce moment-là, l'hormonothérapie va être d'une plus longue durée. Donc, on parle de 18 à 24 ou 36 mois. Puis, en fonction de l'ensemble de nos paramètres, bien, on discute avec nos médecins oncologues, urologues ou radio-oncologues de la durée idéale dans notre cas particulier, en fonction de l'ensemble des paramètres puis des autres facteurs de notre santé. Si le cancer au départ est déjà métastatique, c'est-à-dire qu'il est sorti de la prostate puis il atteint des ganglions ou il atteint des os en dehors donc des champs qu'on irradie, on va avoir une hormonothérapie qu'on dit standard. C'est ce de quoi on va parler préférentiellement aujourd'hui. Et en général, ça va être une hormonothérapie qui va être à vie. Et on peut aussi additionner à ça des hormonothérapies de nouvelle génération, donc qui se donnent en pilule et qui, on a vu dans les dernières années, viennent augmenter l'efficacité de nos hormonothérapies standards. Donc, les sortes d'hormonothérapie, il y en a plusieurs. Le but vraiment de l'hormonothérapie, c'est de diminuer ou d'inhiber quasi complètement la sécrétion de testostérone, parce que la testostérone vient stimuler ou encore nourrir les cellules de cancer de la prostate. Donc, l'hormonothérapie, c'est sûr que si on a un diagnostic de cancer de la prostate, puis on a seulement que de l'hormonothérapie comme traitement, toute seule, l'hormonothérapie ne va pas guérir complètement le cancer, mais ça va être utile à réduire la taille de la tumeur avant un traitement de radiothérapie, par exemple. Ça va augmenter l'efficacité du traitement de radiothérapie. Ça va agir comme en synergie, de donner les deux en même temps, puisque les mécanismes d'action sont différents, on va avoir une meilleure efficacité. Ou ça peut encore être un complément parce que le cancer, la radiothérapie va agir localement, mais l'hormonothérapie peut agir partout dans le corps. Ou ça peut évidemment être le traitement jugé le plus pertinent quand la maladie, au départ, on comprend qu'elle n'est pas guérissable complètement parce qu'elle est propagée dans d'autres organes. Donc, il y a plusieurs types de traitements d'hormones. Ça peut être par injection, par implant. Souvent, c'est donné sous forme d'injection, mais on dépose un implant soit en sous-cutané ou en intramusculaire. Ça peut être donné en comprimé, donc par la bouche pour bloquer les effets de la testostérone. Ou plus rarement, les patients peuvent demander d'avoir une castration chirurgicale
Donc, on enlève les testicules et c'est l'équivalent que d'avoir des injections à vie parce que la testostérone provient des testicules. Puis si on enlève les testicules, on n'aura plus de testostérone qui va être produite dans le sang. Donc, on a des hormonothérapies de première intention, qu'on dit hormonothérapie plus standard. Parmi les gens de l'auditoire, probablement que plusieurs en ont reçu une combinaison de ces médicaments-là. On a ce qu'on appelle les analogues ou les agonistes de la LHRH. C'est les médicaments qui sont connus depuis des décennies. Donc, les catégories, vous les voyez, le prolide, gocériline, triptoréline. Sinon, on a une autre forme qui est un peu plus récente, même si ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont sur le marché, les antagonistes de la LHRH. Ils ont des mécanismes un petit peu différents. Ou sinon, on a carrément des bloqueurs de la testostérone, comme le bicalutamide ou le casodex. Le choix d'une hormonothérapie versus une autre, de la combinaison, se fait vraiment en fonction du, du- de l'ensemble des caractéristiques que vous présentez. On comprend qu'ici, les médicaments qui sont des analogues de la LHRH, c'est tous des médicaments équivalents, mais d'une classe à l'autre, il y a des petites particularités qui peuvent être importantes en fonction de vos présentations cliniques particulières. L'hormonothérapie standard, comment ça fonctionne? En général, c'est donné par injection. C'est des injections qui sont soit tous les mois, tous les 3, 4 ou 6 mois, tout dépendant de la durée totale qu'on prévoit donner. La plupart du temps, la première classe que je vous ai montrée tout à l'heure, les agonistes de la LHRH vont être donnés en association avec un bloqueur pour les 30 premiers jours. Mais pour la deuxième classe, on n'a pas besoin de donner des bloqueurs parce que d'emblée, c'est un médicament qui va bloquer complètement la production de la testostérone. Ça arrive que on va donner de l'hormonothérapie parfois de façon continue si on pense en donner pour à vie. Mais il y a parfois des situations où on va donner une hormonothérapie qu'on dit intermittente, c'est-à-dire qu'on va donner un 7, 8 mois, 10 mois d'hormones, puis après ça, on va faire une période d'observation. On va avoir une réponse biochimique, c'est-à-dire que l'APS va diminuer. On va suivre régulièrement les paramètres, puis voir si la maladie est contrôlée. Puis éventuellement, quand l'APS va se mettre à remonter, on va reprendre une autre période de plusieurs mois d'hormonothérapie. Le but, c'est de diminuer les effets secondaires globaux que le patient va ressentir avec l'hormonothérapie. Donc, l'hormonothérapie, son efficacité en général est de vraiment plusieurs années chez la majorité des patients. C'est sûr qu'il y a toujours des cas d'exception. En général, quand le taux d'APS baisse et reste bas, avec un taux de testostérone qui baisse et reste également bas, ça veut dire que l'hormonothérapie est efficace. Avec le temps, les patients qui sont sous hormonothérapie à vie parce qu'ils ont une maladie qui récidive ou qui est métastatique, on peut avoir ce qu'on appelle une résistance à l'hormonothérapie. Et donc, l'APS, même si le taux de testostérone reste bas, le taux d'APS, l'antigène prostatique spécifique, peut augmenter tranquillement. Puis on peut avoir intérêt à ce moment-là à ajouter une autre forme de traitement pour contrôler la maladie. Puis une hausse importante sur une très courte période, ça pourrait aussi nous indiquer que la maladie a changé de stade, qu'elle est devenue métastatique si elle était plutôt localisée auparavant.
Et à ce moment-là, on peut rajouter une hormonothérapie qu'on dit de nouvelle génération, qui en général se prend par des comprimés. Donc, dans les hormonothérapies de nouvelle génération, on a plusieurs sortes. C'en est même mélangeant pour les médecins il y a eu tellement d'avancées, je qualifierais ça de spectaculaire dans les traitements du cancer de la prostate dans les 10, 15 dernières années que, que même nous, on s'y perd presque. Donc, ce qui est une bonne nouvelle pour les patients. On a des nouvelles molécules, donc l'enzalutamide, la biratérone, la palutamide, la darolutamide. C'est c'est des molécules qui sont encore efficaces même quand les patients ils ont une augmentation de leur APS malgré l'hormonothérapie de base. Puis on les utilise là, dans toutes sortes de situations cliniques. Puis l'important, là, si vous pensez peut-être que ça peut s'appliquer à vous, c'est d'en discuter avec votre médecin. Donc, l'idée des hormonothérapies de nouvelle génération, c'est que ça vient un peu contourner le mécanisme de base de l'hormonothérapie standard. L'hormonothérapie standard vise à diminuer la testostérone dans le sang, mais les cellules cancéreuses qui développent de la résistance sont, je dirais pas qu'elles sont intelligentes, là, mais ils développent des mécanismes de contournement. Donc, ils s'arrangent pour sécréter de la testostérone à l'intérieur même de la cellule. Bref, il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent développer. Puis les hormonothérapies de nouvelle génération viennent déjouer la cellule qui a essayé de trouver un mécanisme pour contourner l'hormonothérapie de base. Maintenant, c'est sûr que l'hormonothérapie, c'est un super traitement dans le sens où c'est super efficace. C'est beaucoup plus facile à tolérer qu'une chimiothérapie, hein, qui est le traitement systémique standard de la majorité des autres types de cancers. Fait qu'on on aime mieux le profil d'effets secondaires de l'hormonothérapie versus en général de la chimiothérapie, mais quand même, ça peut affecter la qualité de vie. Puis les effets secondaires, ils dépendent vraiment de la sorte d'hormonothérapie, du type de médicament qui est employé, puis des autres traitements qui sont donnés en même temps, mais surtout de l'état de santé global de chacun des patients qui se fait administrer ce traitement-là. Donc, les effets les plus, ouais, je dirais, évidents ou presque chez la majorité des patients, le premier qui est remarqué pour les patients qui en ont encore, c'est la perte de libido, la perte de désir sexuel. Mais je dis souvent aux patients, la libido, c'est pas juste pour la vie sexuelle, mais c'est le drive, le moteur, la motivation en général. Donc, il y a beaucoup de patients qui me disent, ben, j'ai plus le goût j'ai pas le goût d'aller marcher dehors, j'ai pas le goût de faire de l'exercice, j'ai moins de motivation. Donc, la testostérone donne vraiment ça, le drive. Donc, par conséquent, ils ressentent ça comme plus de fatigue. C'est quand on baisse la testostérone, je dis souvent aux patients que c'est comme si on vous donnait une ménopause. Chez les femmes autour de 50 ans, on a une baisse drastique pas de testostérone, d'estrogène, puis ça fait des bouffées de chaleur. Ben, chez les hommes, la baisse de testostérone drastique fait le même effet. Donc, on peut avoir des bouffées de chaleur, un peu, beaucoup ou passionnément. Il y a des patients que c'est vraiment difficile, puis il y a des choses qu'on peut faire pour les atténuer certainement. On peut avoir une prise de poids, en partie parce qu'on n'a plus le goût d'aller prendre notre marche avec notre douce moitié ou pour d'autres raisons, et une perte de masse musculaire. Fait que tout ça peut faire en sorte qu'on a moins le goût de bouger. Ça amène aussi
une fragilisation osseuse. Donc, on est un petit peu plus à risque de faire l'ostéoporose, donc éventuellement d'avoir des os plus fragiles. Fait que c'est important qu'on adresse ça aussi si on est particulièrement à risque. Puis ça peut changer l'humeur. De la même façon que chez les femmes ménopausées, on peut avoir des femmes qui tolèrent ça super bien, puis d'autres que c'est pas facile au niveau de l'humeur. Fait que c'est important si vous ressentez ces effets-là d'en parler parce que, encore une fois, il y a des interventions qu'on peut faire pour vous aider. Et finalement, il y a un risque plus élevé d'avoir ce qu'on appelle des changements métaboliques, c'est-à-dire le sucre dans le sang, il peut être un petit peu plus haut. Fait que si vous étiez sur le bord d'être diabète, ça se peut qu'avec l'hormonothérapie, ben là, ça vous précipite vers un diabète plus franc, puis que vous ayez besoin de prendre des médications. Ça peut augmenter vos niveaux de pression artérielle, puis que les médicaments que vous preniez doivent être ajustés. Ça peut aussi débalancer un peu le cholestérol. Et ultimement, à cause de des changements qu'on a mentionnés, vous pourriez être plus à risque d'avoir des événements cardiaques et éventuellement des fractures si les os sont fragilisés. C'est sûr que les patients qui prennent de l'hormonothérapie, ils n'ont pas tous, tous l'ensemble de ces effets-là, mais votre niveau de risque de base augmente. C'est important d'en être conscient puis de faire ce qu'il faut pour le ramener autant que possible à un niveau plus bas. Donc, on en parlait tantôt, il y a des effets qu'on dit au niveau métabolique, donc une prise de poids. C'est surtout au niveau de l'abdomen. Puis le fait qu'on parlait de la diminution de la masse musculaire, de la pression artérielle, du cholestérol. L'idée derrière ça, c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces effets-là? Ben, l'idée, c'est d'en discuter avec votre médecin de famille, puis de vous assurer que ces paramètres-là sont régulièrement contrôlés parce que s'il y a un débalancement, parce que ça fait des années que vous prenez telle pilule pour le cholestérol, puis là, vous êtes sous hormonothérapie, tout d'un coup, ça ne fait plus le même effet, ben peut-être qu'on a besoin de certains ajustements. C'est sûr que déjà à la base, l'hormonothérapie peut affecter tous ces paramètres-là. Mais en plus, si vous n'avez pas trop de motivation, puis qu'avant, vous alliez marcher 1 heure par jour, puis que là, ça ne vous tente plus, ben c'est sûr que ça aussi, ça a un effet sur la pression, sur le diabète, sur le cholestérol. Si vous dites, ouf, là, je suis plus motivée à manger des légumes, ben, puis que vous avez juste le goût de vous commander de la pizza parce que votre motivation est affectée, vous avez un mood plus triste. Bref, tout ça est comme une roue qui tourne. Hein? Fait que c'est important d'être conscient que l'hormonothérapie peut amener ces changements-là, puis que si vous êtes plus anxieux, vous consommez plus d'alcool, chez les gens qui sont fumeurs, qui fument un peu plus, ben tout ça va venir exacerber les effets de base que l'hormonothérapie peut donner. C'est quoi votre rôle? Je dirais, où est-ce que vous avez du pouvoir ou du contrôle? Parce que souvent, quand on a un diagnostic de cancer, on sent qu'on perd complètement le contrôle puis que c'est juste les docteurs qui peuvent avoir de l'influence sur ce qui va arriver. Ben non, vous avez un rôle, certainement. C'est important d'être au courant, puis de discuter avec vos spécialistes sur les différentes sortes d'hormonothérapie qui existent, sur la durée des traitements, c'est de vous informer sur les effets secondaires, puis aussi d'informer vos médecins, soit votre médecin de famille, que vous êtes sous hormonothérapie ou votre spécialiste de tous les problèmes de santé que vous avez déjà, si c'est le cas. Puis
de questionner vos médecins sur l'influence que l'hormonothérapie peut avoir sur vos différents problèmes de santé, puis de voir est-ce que l'hormonothérapie donnée de façon intermittente est pertinente pour vous ou pas, puis si ça peut diminuer ce fardeau-là d'effets secondaires. Avec votre médecin de famille, c'est super pertinent de les informer que vous commencez une hormonothérapie, puis de discuter avec lui des façons où vous pouvez, euh, des choses que vous pouvez faire pour contrôler les autres facteurs de risque. Donc, c'est important qu'on vérifie régulièrement vos taux de cholestérol, de sucre dans le sang, puis vos pressions et tout ça, puis de vous assurer qu'au moins annuellement, sinon aux 6 mois, vous avez euh, quelqu'un qui surveille ces paramètres-là, puis qui peut les ajuster avec vous pour optimiser votre santé globale. Parce que l'hormonothérapie aide pour le cancer de la prostate, mais si d'un autre côté, on empire votre situation de santé, ben finalement, on va peut-être pas être gagnant au bout du compte. Fait que c'est super important euh, d'adresser l'ensemble du tableau. C'est sûr que la, le meilleur remède, le remède miracle, hein, s'il y en a un remède miracle pour gérer, diminuer la majorité des effets secondaires de l'hormonothérapie, puis à la limite, ça aide pour plein d'autres choses en dehors, ben, c'est d'augmenter le niveau d'activité physique. Puis c'est vraiment, vraiment le, l'élément clé qui va améliorer tous les autres paramètres. Le seul problème, c'est avec l'hormonothérapie, on vous enlève de la motivation, puis on vous dit, vous devriez augmenter votre niveau d'activité physique. Ça prend beaucoup, 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 beaucoup de discipline, d'autocontrôle ou peut-être des gens autour de vous qui vont vous aider puis qui vont venir faire ce travail-là avec vous. Pourquoi l'activité physique, c'est si intéressant, en fait? Ben, c'est que ça va vraiment euh, augmenter. En fait, l'activité physique, c'est bon pour diminuer les risques de maladies cardiovasculaires de façon globale. Fait que ça va améliorer vos paramètres là, ou tout ce qui est lié au métabolisme. Donc, ça diminue le risque de diabète, ça améliore la pression, ça aide pour le poids. Ça aide pour la densité osseuse, ça aide pour la force musculaire. Donc, c'est vraiment, ça aide partout, 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 partout. Donc, c'est ça. On augmente la masse musculaire, puis en même temps, ben, en tout cas, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, quand j'ai le temps, puis que je finis une session d'activité physique où j'ai sué ma vie, comme disent les ados, je me sens fière après. Fait que c'est bon pour mon estime personnelle en plus. C'est bon pour mon moral, en plus d'être bon pour ma force musculaire. Puis je dors mieux le soir quand j'ai fait une bonne activité physique. Donc le sommeil est amélioré. Puis il semble que ça améliore aussi la fonction cognitive, la capacité de se concentrer. Ça diminue le risque d'ostéoporose. Ça diminue le stress. C'est un des meilleurs médicaments au niveau de toutes les problématiques émotionnelles qu'on peut avoir en lien avec le cancer ou juste en lien avec comment ça vient perturber notre vie. Puis souvent, même si c'est contre-intuitif, on dit on va aller s'exercer, on va s'exercer, on va être plus fatigué. Non, ça diminue la sensation de fatigue. C'est sûr que l'autre chose qu'on peut faire, c'est de manger le plus sainement que possible, hein? Manger, ce qu'on dit, manger des vrais aliments, là.
tout ce qui n'est pas transformé, les bons fruits, les légumes, des herbes fraîches qui goûtent bon. Puis c'est sûr que si vous pouvez avoir accès à des gens qui cuisinent pour vous, ou en tout cas d'une bonne alimentation saine, ça va vous aider aussi à améliorer votre santé globale. Puis, si vous ne savez pas par où commencer, ben, il y a des ressources qui existent. Puis, vous pouvez demander une référence à un nutritionniste pour déjà évaluer ce que vous faites en ce moment, comment on peut l'améliorer. Fait qu'il y a, il y a beaucoup d'informations qui existent, qui sont disponibles pour vous. Sur le site de Procure, on a des fiches d'information, donc qui traitent un peu de ce qu'on a discuté en termes de ce que vous pouvez faire pour améliorer la santé globale cardiovasculaire quand on est sous hormonothérapie. Il y a une fiche qui est pour les patients et il y en a une autre qui est vraiment pour le médecin de famille. Donc, vous pouvez les télécharger, les imprimer, partager le contenu avec les gens autour de vous, l'apporter à votre médecin de famille. Puis, vous pouvez aussi dire, ben, moi, mon objectif pour le prochain mois, ça va être ça, puis le reste, on verra. Puis l'important, c'est pas d'essayer de tout changer en même temps parce que c'est sûr que s'il y a plein de choses qui sont à améliorer dans vos habitudes de vie, l'important, c'est d'y aller une petite bouchée à la fois. Puis, comme ça, il y a plus de chances que vous arriviez à vos objectifs éventuellement. Donc, l'idée, donc il y a plein d'objectifs nobles qu'on peut essayer d'atteindre, notamment soit maintenir notre poids santé, parce que l'hormonothérapie peut nous amener des défis à ce niveau-là, ou sinon atteindre un poids santé si on se rend compte qu'on est déjà au-dessus, puis qu'on serait mieux dans notre peau, puis qu'on aurait moins de risque de développer d'autres problèmes de santé si on était à notre poids santé. Fait que vous pouvez en parler à votre médecin si c'est pas clair pour vous, c'est quoi le poids idéal que vous devriez viser. En termes d'exercice, ce qui est recommandé, c'est de dire 150 minutes par semaine. Donc, vous pouvez le diviser comme vous voulez dans la semaine, là. Mais c'est de l'activité physique, on dit modérée à soutenue, hein. Une marche rapide, du vélo, quelque chose qui fait augmenter notre rythme cardiaque un petit peu, là. Puis des fois, ce qui est motivant, c'est de dire, ben, je vais m'abonner à un gym, puis je vais avoir un coach qui va m'évaluer, puis qui va me dire, ben, voici où tu te situes en ce moment, puis voici comment on pourrait voir une première marche d'amélioration, puis qui vous donne des objectifs, puis qui vous dit, ouais, bravo! Ça peut compenser pour la motivation qui vous a été retirée avec les injections d'hormones. Des fois, ça peut aider. Ou des fois, c'est d'y aller avec quelqu'un que vous aimez bien, puis qui y aller à deux. Des fois, ça peut aider. Donc, une alimentation donc riche en fruits, en légumes, grains entiers. Idéalement, on devrait aussi avoir un supplément de calcium et de vitamine D. Des fois, c'est pas obligé d'être en pilule, les suppléments. Parfois, on a une alimentation qui est hyper riche en calcium puis en vitamine D à la base, puis que les suppléments sont pas utiles, mais en général, on n'est pas fort. On n'est pas fort. On n'est pas du genre à boire 3 verres de lait par jour. En tout cas, ma population de patients, quand je les questionne un peu, là, leur alimentation n'est pas nécessairement très riche en calcium et en vitamine D, mais vous pouvez vous informer et dire, ben, comment je peux avoir une liste d'aliments avec le nombre de milligrammes calcium, vitamine D. Ça, c'est disponible sur demande, puis on peut vous fournir ces informations-là. Puis idéalement, c'est sûr que l'alcool,
Un verre de vin rouge le soir pour aider au moral et tout ça, c'est bien correct, mais il faut faire attention à la surconsommation d'alcool qui peut aller augmenter vos risques là, à différents niveaux, là, puis avoir des effets plus délétères qu'utiles. Évidemment, les patients fumeurs sont invités à essayer d'arrêter de fumer parce que ça rajoute, en plus de l'hormonothérapie, d'autres facteurs de risque pour les problèmes de santé au niveau cardiaque, pour les risques au niveau de la santé globale. Fait que c'est sûr qu'on vous encourage à arrêter de fumer. Puis il y a plein de ressources super utiles. Puis les gens, honnêtement, là, on pense que bof, ça marchera pas, mais il y a des gens très, très compétents qui répondent à la ligne sans frais, j'arrête, puis qui sont d'une aide extraordinaire. Puis aussi, de réduire le niveau de stress, plus facile à dire qu'à faire, mais des fois, il y a des ateliers qui peuvent être offerts pour gérer le stress, mais certainement de vous faire plaisir, de vous écouter et dire qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui, là, juste aujourd'hui. Là? Ben, c'est important que vous pensiez à vous pour essayer d'atténuer votre anxiété. Au niveau de la pression, on essaye de maintenir une cible en bas de 140 sur 90, qui est de la cible normale. Puis les patients diabétiques, on essaye de maintenir une cible encore plus basse que ça. Puis au niveau de la glycémie, du cholestérol, il y a des cibles aussi à atteindre, mais ça, je vous invite à regarder ces détails-là avec votre médecin de famille pour, pour optimiser tout ça. Évidemment, si on vous a prescrit des médicaments puis que vous les laissez dans le tiroir parce que vous trouvez que vous pensez qu'ils sont pas bons puis que ça vous fait pas du bien, ben peut-être en parler à votre médecin puis dire ben je les ai pas pris ou bref, c'est important de les prendre si votre médecin pense que ça peut vous aider. Si vous avez des effets secondaires qui vous dérangent, puis c'est ce qui fait que vous ne prenez pas vos médicaments, ben parlez-en parce que des fois, on peut changer de sorte, on peut faire avoir des conseils pour vous aider à mieux les tolérer, puis idéalement aller à vos rendez-vous, bien sûr, ça va de soi. Fait que finalement, vous pouvez faire beaucoup, même si il y a plein de choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. C'est important de maintenir le lien entre ce qui se passe avec votre spécialiste puis ce qui se passe avec votre médecin de famille, puis que les deux soient au courant de la globalité de votre santé. Puis si vous avez des effets secondaires puis vous en parlez pas, ben c'est sûr que vous allez vous n'aurez pas l'aide que vous méritez. Fait que c'est important d'en parler. Il y a plein, plein, plein de choses qui peuvent être faites pour atténuer tous vos effets secondaires. Puis faites-vous confiance. C'est sûr qu'il y a des années, on parlait du cancer de la prostate comme un cancer fréquent et mortel. Puis aujourd'hui, on regarde plus le cancer de la prostate dans la très grande majorité des cas comme une maladie chronique. Donc, c'est une bonne nouvelle dans le sens où on peut apprendre à vivre avec, un peu comme un diabète. Euh, mais c'est sûr que ça implique qu'il y a des traitements sur un long terme. Ça implique que ça peut atteindre notre qualité de vie. Fait que c'est super important de bien comprendre cette maladie-là, de bien comprendre les effets des médicaments pour essayer d'optimiser vraiment au maximum la qualité de vie que vous pouvez avoir parce que si Dieu le veut, ça va durer des décennies. Et je vous remercie de votre participation, puis je suis ouverte et disponible à vos questions.
Bien, merci beaucoup, Dr. Lambert, pour cette excellente présentation. Alors oui, effectivement, on va ouvrir la période de questions. On en a quand même plusieurs. Je vais débuter avec la première. Combien de temps faut-il avant de savoir si l'hormonothérapie fonctionne? Ben, en général, une fois qu'on a commencé l'hormonothérapie, on va faire des prises de sang à l'intérieur des 3 mois suivant le début du traitement hormonal. Puis normalement, très rapidement, on devrait avoir déjà à la première prise de sang, on devrait avoir une baisse significative du taux de testostérone. Puis dans la presque totalité des patients, une baisse aussi du taux d'APS ou d'antigènes prostatiques spécifiques. Donc, c'est très rapide pour savoir si l'hormonothérapie fonctionne. Très bien. Euh, les injections tous les 1, 3 mois sont-elles meilleures que tous les 6 mois? En d'autres mots, est-ce que ça peut faire une différence en termes d'effets secondaires? Normalement, toutes les compagnies qui ont mis sur le marché les injections de différentes durées d'action ont toutes prouvé l'efficacité de ces durées d'action-là. Des fois, on donne chez les patients qui ont de l'hormonothérapie à très très longue durée, on va plus vers les longues actions parce qu'on veut avoir le moins d'injections, de moments, parce que c'est dérangeant d'avoir une piqûre, là. Personne n'aime ça se faire piquer. Mais sinon, l'efficacité n'est pas en lien avec la durée d'action. C'est vraiment une question pratique à ce moment-là. Merci. Est-ce qu'un patient peut très mal répondre à l'hormonothérapie en termes d'effets secondaires importants? Puis si oui, est-ce que le médecin passe, euh, est-ce qu'il peut passer à une autre hormonothérapie ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut jouer sur son dosage? Comment ça fonctionne là, quand on est devant des effets secondaires qui sont importants? Oui, c'est une bonne question. Euh, c'est sûr que la plupart des types d'hormonothérapie ont à peu près les mêmes effets secondaires. Parfois, quand on passe d'une classe à une autre, c'est-à-dire d'un antagoniste à un agoniste, on peut avoir un peu moins d'effets secondaires. Donc oui, on peut essayer une autre forme d'hormonothérapie, puis parfois ça aide vraiment beaucoup, mais parfois c'est juste le fait d'avoir une baisse de testostérone qui amène énormément d'effets secondaires chez une, une minorité de patients, je dirais, là, les patients qui m'ont dit, mon Dieu, je veux arrêter l'hormonothérapie parce que j'ai trop d'effets secondaires, c'est vraiment une minorité. Puis quand c'est lié vraiment à la baisse de testostérone, ben à ce moment-là, c'est important de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si c'est des bouffées de chaleur épouvantables, ben il y a des médicaments qui peuvent être donnés pour ça. Si c'est au niveau, je suis pratiquement en dépression majeure, ben on peut traiter une dépression à ce moment-là. Donc, il y a certainement des choses qui peuvent être faites. Merci. Euh, une des questions qui a été posée, puis peut-être qu'il faudrait juste revenir sur l'APS, c'est j'ai eu mon traitement d'hormonothérapie. Quand on arrête le traitement d'hormonothérapie puis que la testostérone commence à grimper, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je redémarre encore une fois une hormonothérapie? Ça, c'est sûr que c'est une question générale, mais ça dépend. C'est si l'idée, quand on arrête l'hormonothérapie, c'est qu'on a espoir que même si la testostérone remonte, que l'APS reste bas, soit pour toujours, si le but du traitement c'était de guérir le cancer, ou soit le plus longtemps possible si le but du traitement c'était de contrôler le plus longtemps possible le cancer. Donc, quand on fait de l'hormonothérapie intermittente, mais que le patient a une maladie non guérissable, quand la testostérone va remonter, normalement, ce qu'on espère, c'est que la qualité de vie va s'améliorer, mais que l'APS va prendre plus de temps à remonter, puis que cet intervalle-là où la qualité de vie va être bonne, mais que le cancer va être encore endormi,
ben, ça va être un bénéfice global sur le plan de la qualité de vie, mais éventuellement, c'est vraiment l'APS. Quand l'APS va remonter, qui va déclencher une nouvelle thérapie d'hormones si on est dans un contexte d'hormonothérapie intermittente. C'est pas facile de répondre à des questions spécifiques quand il y a plusieurs contextes, là, mais en gros, Mais maintenant, je pense que vous avez vraiment très bien répondu. Puis c'est ça, c'est justement essayer d'avoir un équilibre entre peut-être une hausse de la testostérone, mais garder un taux d'APS bas, stable, qui ne bouge pas. Euh, et non penser que c'est juste parce qu'on a une hausse de testostérone, faire fi du taux d'APS. C'est vraiment, c'est les deux qui vont ensemble. Puis je pense que c'est ça que je voulais élucider là, pour le participant qui nous a écrit cette question-là. Euh, j'ai eu une autre question ici. Les douleurs au sein ou pouce des seins, est-ce que c'est un effet secondaire de toutes les hormonothérapies standards? Puis est-ce que ça affecte tous les hommes? euh, non et non. Ah, OK. ben, en fait, c'est sûr que il y a des types d'hormonothérapie qui ont davantage d'effets au niveau des glandes mammaires, là. En général, c'est ceux qui sont donnés en pilule. Mais ça arrive que même avec les injections standards, il y a des patients qui vont noter une augmentation du volume de la glande des seins, là, donc, mais c'est rare que c'est douloureux. Fait ça, je pense que c'est pertinent de discuter avec le médecin qui a prescrit l'hormonothérapie pour voir s'il n'y a pas une alternative, si c'est une problématique qui est vécue, mais c'est pas quelque chose qui est si fréquent là, de la douleur à ce niveau-là. OK. On a eu une question de la part d'un patient sur notre ligne 1855, puis on la reçoit souvent, cette question-là. En fait, elle est en deux volets. Je vais vous poser le premier volet, la première question. J'ai eu une hormonothérapie pendant 6 mois de temps, jumelée avec une radiothérapie. Mon traitement est terminé depuis 6 semaines. Et puis, j'ai encore des bouffées de chaleur à n'en plus finir. La question ici, c'est combien de temps vont durer les effets secondaires quand on a eu une hormonothérapie pendant 6 mois de temps? Mais pour la période, c'était 6 mois en tout. Ouais, la vraie réponse, c'est je ne sais pas. Mais en fait, c'est excessivement variable d'un patient à l'autre. En général, euh, plus le patient est jeune, plus la testostérone va remonter rapidement, plus la période sur laquelle on a donné le traitement hormonal est courte, plus la testostérone va remonter rapidement. Mais même si ces facteurs-là sont vrais, il y a des patients très jeunes qui peuvent prendre bien du temps avant que la testostérone remonte. Donc, il y a toujours des exceptions à la règle. En général, si on donne une hormonothérapie, une injection qui est supposée durer 3 mois, par exemple, un coup que le 3 mois est écoulé, c'est sûr que la testostérone ne sera pas à la limite normale 2 jours après. Ça va prendre au minimum 1, 2 mois avant que la testostérone remonte à des niveaux suffisants pour que les effets secondaires commencent à s'atténuer. Mais il y a des patients, puis on ne sait pas pourquoi certains patients plus que d'autres, même s'il y a des facteurs comme ceux que je vous ai nommés qui peuvent influencer. Mais il y a des patients que ça va prendre 6, 8, 9, 12 mois. Puis il y a des patients qui vont rester à des niveaux de testostérone hyper bas pour le restant de leur vie. Surtout ceux qui en ont pris 18, 24 mois. Il y en a qui vont... On va arrêter l'hormonothérapie, puis c'est comme si on continuait de les traiter à vie par la suite. Donc, c'est difficile de prévoir, mais plus la période est courte, puis plus le patient est jeune, plus normalement il devrait récupérer rapidement, mais on sait, c'est très variable. OK, merci. Euh, Évidemment, avec la pandémie, puis avec tous les vaccins, et puis les doses de rappel, etc., une question qui a été posée, c'est est-ce que l'hormonothérapie peut affecter le système immunitaire? Non,
Parce que sinon, toutes les femmes ménopausées seraient immunosupprimées. Puis je serais bien triste de ça. Donc non, non, en fait, il y a pas aucun souci à ce niveau-là. Puis pour les patients qui sont sous radiothérapie, est-ce que durant le traitement, est-ce que ça peut affecter leur système immunitaire? Très peu. En fait, c'est sûr que il n'y a pas une baisse de l'immunité globale parce que l'immunité dépend de plein, 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 plein de choses. C'est sûr qu'ils ont une toute petite baisse parfois là, des globules blancs dans le corps, surtout si on traite un champ plus large parce qu'il y a des ganglions qui sont traités. Mais globalement, là, c'est pas du tout comme la chimiothérapie qui va baisser vraiment le système immunitaire. Fait que c'est minimal ou nul comme baisse du système immunitaire. Je pense que c'est pas à s'inquiéter de ça. OK. Alors, si vous avez besoin d'une dose de rappel, vous pouvez y aller sans Go! problème. Il faut y aller. Il faut y aller, en fait, c'est ça. Vous disiez tout à l'heure que bien des fois, quand on a une hormonothérapie de longue durée, bien souvent, le taux de testostérone peut ne jamais vraiment remonter. Et même après, à la fin du traitement, c'est comme si le traitement se perpétuait. Donc, la question ici, c'est si les niveaux de testostérone ne reviennent jamais à des niveaux normaux, est-ce qu'on pourrait prescrire un traitement de remplacement de testostérone? Yeah. Ah, my God. Ouais, il y a plein de patients qui m'ont posé ces questions-là. C'est sûr que c'est dur pour un docteur de prescrire de la testostérone alors que c'est comme une contre-indication absolue chez un patient qui a un cancer de la prostate. Ça serait comme d'un peu de jouer avec le feu puis de risquer qu'on provoque une récidive du cancer en prescrivant de la testostérone. Donc, en général, j'ai jamais vu personne faire ça. Est-ce que dans le futur, quand on aura développé des moyens absolus d'être convaincu qu'un patient est guéri, on pourra aller vers ça, peut-être, mais pour le moment, je pense que la majorité des médecins seraient très, très frileux à prendre ce risque-là. OK. Est-ce que tous les hommes, on va revenir peut-être un petit peu au niveau là, de la sexualité, est-ce que tous les hommes perdent leur libido sous hormonothérapie? Je dirais oui, mais il y a quelques rares patients qui m'ont dit qu'ils étaient quand même capables d'avoir une vie sexuelle, euh, puis quand même des érections, mais je vous dirais que c'est vraiment la faible minorité, malheureusement. Est-ce que c'est impossible? La libido, c'est pas juste physique, là, mais je vous dirais que c'est la très, très vaste majorité qui vont avoir une diminution significative. Mais à ce moment-là, dans la même veine, parce qu'on nous pose souvent aussi la même question, est-ce que les traitements médicaux pour la dysfonction érectile fonctionnent pendant qu'un homme est sous hormonothérapie? Ben, souvent, pour l'avoir essayé à plusieurs reprises, là, quand on prescrit les médicaments là, connus, là, le Viagra et tous ses dérivés, Cialis, et etc., souvent, ces médicaments-là sont pas très efficaces parce que ça prend un minimum de libido, une ébauche d'érection pour que ça fonctionne. Il y a encore là une minorité de patients chez qui ça a aidé puis qui ont pu avoir une vie sexuelle. Il y a d'autres moyens qui sont un petit peu plus invasifs, je dirais, là, d'avoir notamment des injections d'un médicament directement au niveau du pénis, mais ça prend vraiment une rencontre avec une clinique spécialisée en dysfonction érectile. Ça peut fonctionner parce que c'est vraiment un effet très, très local qui passe pas par le système, là, si vous voulez, là. Mais ça, encore une fois, c'est à discuter avec votre médecin, mais il y a des possibilités un petit peu plus intenses, je dirais. Euh, Est-ce que je peux prendre des suppléments naturels contre les bouffées de chaleur et la libido, dysfonction érectile, pour atténuer les effets secondaires? Qu'est-ce que vous en pensez?
Euh, je dirais oui, puis si vous en avez qui marchent, écrivez-moi. Euh, c'est sûr que s'il y avait de ce genre de produits-là qui fonctionnaient super bien, on serait super heureux comme médecin de prescrire plutôt ces choses-là ou de les conseiller à tout le moins, là, mais oui, si vous en avez qui fonctionnent, peut-être que c'est une bonne idée d'en parler à votre médecin parce que si ça fonctionne pour vous, ça peut fonctionner pour un autre de ses patients. Puis en même temps, si on est inquiet que ça fonctionne parce qu'il y a de la testostérone dedans, ben peut-être que c'est pas une bonne idée de les prendre, là. Fait que je pense que l'idée, c'est d'en parler à votre médecin. Fait que oui, mais à condition que ce soit discuté. Merci. Il me reste deux questions. Une question qui est posée fréquemment, c'est lorsqu'on parle d'une hormonothérapie standard qui devient moins efficace, un taux d'APS qui augmente, et puis qu'à ça, on va rajouter une hormonothérapie de nouvelle génération, évidemment, là, si le patient est un bon candidat. Dans la présentation, lorsque vous avez présenté l'hormonothérapie de nouvelle génération, vous avez parlé d'un taux d'APS qui doublait sur une courte durée. Pouvez-vous expliquer c'est quoi ce doublage-là? Parce qu'il y a des fois, honnêtement, nous, on a des questions, puis on a des patients qui nous disent, mon taux d'APS est passé de 0,1 à 0,2, ça veut-tu dire qu'il a doublé? Puis est-ce que je devrais avoir une hormono de nouvelle génération? Vous, dans votre pratique, qu'est-ce que vous voyez? Comment vous le voyez, ce doublement-là? Ouais, c'est sûr que c'est une super bonne question. Ah, nos patients sont fantastiques. C'est sûr que plus les chiffres sont bas, plus le doublement, il veut rien dire, là. Passer de 0,0001 à 0,0002, on a doublé, mais on s'entend que il n'y avait pas de chiffre entre les deux, là. Donc, c'est sûr que quand c'est des très, très, très faibles taux, le temps de doublement est moins fiable. C'est sûr que ça prend un certain recul, puis c'est plus quand on a des chiffres un petit peu plus élevés. C'est sûr que si on passe de point 15 à point 30 ou de 2 à 4, c'est un petit peu plus fiable que quand on est vraiment à la limite de détection. Puis c'est sûr qu'on ne calcule pas le temps de doublement juste en deux prises de sang, parce que ça m'est arrivé souvent de voir des patients qui ont eu une prise de sang d'un 3 mois à l'autre, puis que là, il y a eu un rebond, puis après ça, pendant un an, ils sont restés hyper stables. Fait que c'est vraiment sur une période un petit peu plus longue, souvent deux, trois prises, puis là, on voit la tendance. Fait que c'est vraiment ça qui nous permet d'estimer le temps de doublement. Souvent, on aime mieux avoir trois ou quatre mesures. À moins, évidemment, qu'on soit à un chiffre très élevé comme 30, puis là, on double à 60, ben, on n'a pas besoin de le faire pendant trop longtemps pour comprendre qu'il y a une augmentation importante. Très bien. J'avais une dernière question. Peut-être que vous voulez juste la commenter parce que vous l'avez abordé un petit peu plus tôt, là. Comparativement, il y a 25 ans, combien de temps les hommes peuvent-ils survivre avec un cancer de la prostate avancé? Ouais. Longtemps. Moi, j'haïs les chiffres. Quand les patients me demandent des chiffres, là, je fais ça comme ça, puis je dis, je ne sais pas. C'est tellement variable d'un individu à l'autre qu'un chiffre pour un patient, ça veut rien dire. Mais c'est clair que, comme je disais tantôt, avant, on savait un coup que le patient développait une maladie qui résistait à l'hormonothérapie. Si je me rappelle, là, c'était comme une espérance de vie moyenne, médiane, là, autour de 18 mois. Mais aujourd'hui, on parle plus de ça du tout. Là. On a tellement d'options. Puis, même que le chiffre d'aujourd'hui, il sera plus vrai dans un an ou dans 2 ans. Il y a des études à l'infini qui, euh, qui améliorent la qualité de vie, la survie, la longévité des patients avec cancer de la prostate. Puis pourquoi il y a tant d'études? Ben, c'est parce que malheureusement puis heureusement, c'est une maladie qui est hyper fréquente. Ben, heureusement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients
qui peuvent générer des données, puis avec qui on peut essayer des médicaments qui finissent par être des médicaments qui améliorent de façon extraordinaire leur survie. Donc, on, on s'améliore tout le temps, puis c'est ça. C'est important alors de travailler sur la qualité de vie des patients qui sont soumis à tous ces traitements. Écoutez, je pense que on arrive à la fin de ce webinaire, puis on termine sur une note tellement positive là, que on va garder ça comme ça. Merci à nouveau, Dr. Lambert, là, pour votre précieux temps. C'est extrêmement apprécié. Puis, évidemment, les questions en suspens, mais il n'y en a pas beaucoup. Là. Je pense qu'on a vraiment fait le tour des questions de la part des participants, mais elles vont être quand même répondues là, au cours de la semaine. C'est la deuxième fois qu'on fait un webinaire ensemble. Puis, à chaque fin de webinaire, ça finit toujours sur une bonne note, c'est toujours positif. Puis j'espère que les participants ressentent ça également. Là. Puis j'aime de la façon là, que vous dites dans le fond exactement ce que vous pensez puis ce que vous vivez avec vos patients. Alors, je pense que vous vous rejoignez très, très bien vos patients. Mais tant mieux, puis je les aime assez. D'accord. Alors là, le prochain webinaire aura lieu le 22 novembre à 19h, lors duquel nous aborderons les tests, examens et l'importance du rôle de l'APS dans le diagnostic ou le suivi durant ou après un traitement du cancer de la prostate avec le docteur Daniel Lowenstein, chirurgien urologue et chef du service d'urologie au centre hospitalier Pierre Boucher. Alors, soyez des nôtres. Consultez notre site Procure. N'hésitez pas à nous contacter. Soyez à l'affût. Ici Marie-Christine Beauchemin. C'était pour Procure en parle. Merci encore une fois, Dr. Lambert. Merci à vous. Merci. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.